Lumos. L'histoire de Harry Potter regorge de nombreux mystères, de choses étranges qui n'ont pas encore été expliquées. Parfois c'est un événement tout entier et parfois c'est un petit détail. Une minuscule incohérence qui va soulever des dizaines de questions. Des questions auxquelles nous avons tenté de souvent apporter des réponses ici sur cette chaîne. Mais comme vous pouvez l'imaginer, on est encore très loin d'avoir fait le tour. Et il est encore bien de nombreux mystères qui demeurent encore aujourd'hui totalement inexpliqués. Oh, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et puis qu'est-ce que tu fais dans le noir? Ah voilà, c'est quand même un peu mieux. Et il m'a pourri mon intro. Et je suppose que ça t'a pas traversé l'esprit que le fait que je sois complètement dans le noir, c'était un peu fait exprès. Bah, t'étais pas dans le noir, t'avais allumé ta baguette. Oui, parce que comme je viens de te le dire, c'était fait exprès. Et si tu voulais de la lumière, pourquoi t'as pas appuyé sur le bouton? Mais justement, je voulais pas allumer la lumière. Bah alors pourquoi t'as allumé ta baguette? Mais parce que bougre d'andouille. Oh puis merde, tu sais quoi, je veux juste commencer la vidéo, alors on peut y aller? J'ai rien compris. C'est pas important. Tant pis pour l'effet dramatique, on va devoir faire sans. Des fois, quand je fais mes petites recherches sur internet pour vous trouver des théories sympas, je tombe sur tout un tas de théories dont je ne vous parle pas forcément. Des fois, c'est parce qu'elles sont nulles, alors forcément je vous en parle pas parce que c'est pourri, et dans ce cas-là, bah c'est poubelle. Mais des fois, si je vous en parle pas, c'est parce que elles sont pas assez fournies pour en faire une vidéo à part entière. Elles sont sympas, mais il y a pas assez d'éléments, je peux pas en faire une vraie vidéo 100% dédiée à ça. Enfin si, en soi je pourrais le faire parce que je fais ce que je veux, mais je pense que si je le faisais, vous seriez assez nombreux à me faire remarquer que c'est bien, mais c'est un peu court. Ah, titre. Et aujourd'hui, on va faire un petit tour du côté de ces théories dont je ne vous parle jamais. Parce qu'il y en a certaines qui sont vraiment super cool, et franchement, je trouve que ce serait quand même dommage de s'en priver. D'autant plus que pour ma petite sélection d'aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de 4 théories, toutes différentes, qui s'attardent sur plein de petits détails de l'histoire de Harry Potter, et qui permettent de redécouvrir les choses sous un angle vraiment très intéressant. Et ces 4 théories, je pense que la plupart d'entre vous, vous ne les avez jamais entendues. Alors à la fin de la vidéo, je compte sur vous pour me dire laquelle est votre préférée dans la section commentaires, et en attendant, on y va, c'est parti pour la première théorie. Théorie numéro 1. Les Dursley et les reliques de la mort. À plusieurs reprises au cours de la saga, on peut voir Harry fêter Noël. Et comme le veut la coutume, on peut le voir aussi déballer ses cadeaux. C'est comme ça qu'il obtient un pull de la part de la mère de Ron, ou encore la cape d'invisibilité de la part de Dumbledore. Mais ce qui est beaucoup moins connu, parce que c'est pas dans les films, c'est que c'est aussi comme ça qu'il obtient des cadeaux de la part de son oncle et sa tante, les Dursley. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça vend pas franchement du rêve. C'est simple, la première année, ils lui ont offert une pièce de 50 pence, la deuxième, ils lui ont offert un cure-dent, et lors de sa 4e année, me demandez pas pourquoi on a sauté la 3e, ils lui ont offert rien d'autre qu'un simple petit mouchoir. Dis donc, j'en ai eu des cadeaux pourris, mais j'avoue que c'était rarement à ce point-là. Et à première vue, on pourrait se dire que bah c'est normal, parce que les Dursley, ils aiment pas Harry, ils l'ont maltraité pendant tout le temps qu'il a passé chez eux, donc c'est pas maintenant qu'il vit plus dans leur maison qu'ils vont soudainement se mettre à être gentils. Sauf s'il leur manque, à la limite, mais bon, ça non plus, j'y crois pas trop pour tout vous dire. Mais d'un autre côté, il faut quand même se poser une ou deux questions par rapport à ces cadeaux. Déjà, pourquoi est-ce qu'ils envoient uniquement ces 3 cadeaux-là? Pourquoi il y a des années où ils envoient rien et de temps en temps on sait pas pourquoi ils envoient un truc? Mais surtout quand ils envoient un truc, et bah... pourquoi est-ce qu'ils envoient un truc? Alors que rien que le fait d'envoyer le cadeau, ça doit coûter genre 20 fois plus cher que le cadeau. Sachant qu'en plus, ils ont jamais vraiment offert de cadeau à Harry pendant qu'il était chez eux, je vois pas vraiment l'intérêt de commencer à lui envoyer maintenant qu'il est à Poudlard. Bah je suis bien d'accord, moi par exemple, je n'offre jamais rien à personne, comme ça personne ne m'aime, mais au moins je suis riche. Et tu le vis pas trop mal, le fait que tout le monde te déteste? L'amour ça sert à rien, on peut rien acheter avec, même pas de la bouffe, alors tu m'excuseras, mais je préfère le pognon. Ah bah c'est sûr que vu comme ça, parce que réfléchissez 5 minutes. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est si simple que ça pour un moldu d'envoyer quelque chose à Poudlard? Tenez, bah pour vous faire une idée, regardez ce que dit Lily quand Rogue apprend que Pétunia a réussi à leur envoyer une lettre. Severus a vu l'enveloppe et il n'arrivait pas à croire qu'une moldue ait pu entrer en contact avec Poudlard. Voilà tout. Il a dit qu'il devait y avoir des sorciers qui travaillaient clandestinement à la poste. Donc, vous l'aurez compris, c'est loin d'être aussi simple. Pour qu'un moldu réussisse à envoyer quelque chose à Poudlard, faut vraiment le vouloir. Donc ça veut dire que soit les Dursley avaient vraiment très envie d'envoyer un cure-dent à Harry, soit ça veut dire qu'il y a une autre raison qui pourrait expliquer toute cette énergie dépensée pour rien. Et d'après la théorie dont je vous parle, si Harry a reçu ces 3 cadeaux très précisément, c'est parce qu'ils étaient censés le mettre sur la piste des 3 reliques de la mort. Mais
Qu'est-ce que tu racontes? Ne bouge pas papy, je vous explique. Il a reçu une pièce de monnaie, un cure-dent et un mouchoir. Et autant séparément ces trois objets n'ont effectivement pas l'air de grand chose, autant si on les met tous les trois ensemble, alors tout de suite ça devient beaucoup plus clair. La pièce représenterait la pierre de résurrection, le cure-dent la baguette de sureau et le mouchoir bien entendu serait la cape d'invisibilité. Oui, enfin pardon, mais ça m'étonnerait quand même beaucoup que les Dursley soient dans le coup. C'est vrai, et c'est là que j'en viens au point principal de cette théorie. Parce que oui, c'est vrai que ce serait quand même étonnant que les Dursley connaissent les trois reliques de la mort. Et ce serait aussi très étonnant que ce soit eux qui aient décidé de mettre Harry sur la piste des reliques, en lui envoyant une sorte de message codé sur plusieurs années qui est impossible à biter, enfin franchement ce serait bizarre, ouais. Tout en se rappelant que ce serait aussi très étrange qu'il se soit donné autant de mal pour ça, comme on l'a dit un peu plus tôt. Mais peut-être qu'on se pose pas vraiment la bonne question. Parce que finalement c'est vrai que si c'est si compliqué pour un moldu d'envoyer des trucs à Poudlard, bah peut-être que c'est pas eux qui ont envoyé ces trucs-là à Harry. Peut-être que c'est un sorcier qui connaît bien les reliques de la mort et qui pourrait effectivement avoir un intérêt à mettre Harry sur la piste des trois reliques. Qui aurait un intérêt à ce que Harry commence à se familiariser avec le symbole des reliques de la mort. Alors du coup je vous pose la question, est-ce que celui qui a envoyé ces trois cadeaux à Harry ne serait pas en réalité le professeur Dumbledore, qui finira par, je le rappelle, lui donner les trois reliques de la mort? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, moi je passe à la deuxième théorie. Théorie numéro 2, la mort de Hedwige. Lors de la bataille des 7 Potters, au moment où l'ordre du Phénix vient chercher Harry pour le transférer jusqu'au terrier, 6 de ses amis décident de prendre son apparence pour que ce soit plus difficile de le repérer et pour que les mange-morts qui s'attaqueraient à eux ne puissent pas savoir lequel est le vrai Harry. Je pense que tout le monde s'en souvient parce que c'est une scène qui est vraiment super cool, même si elle est aussi le théâtre d'un des événements les plus tragiques de la saga qui nous a tous brisé le cœur. Hedwige se prend un sortilège et se fait tuer par les mange-morts. Et au-delà de perdre son amie la plus fidèle dans ce combat, au-delà d'avoir perdu son animal de compagnie, la perte d'Edwige, ça représente surtout pour Harry la fin de l'innocence, la fin de l'enfance et le début de l'âge adulte. Parce que si jusque-là l'histoire demeurait quand même assez enfantine, malgré les événements avec les mange-morts qui reviennent et tout qui se passe à côté, on avait quand même un Harry qui continue de vivre son adolescence de manière plutôt normale. Il continuait d'aller en cours, il continuait de jouer au Quidditch, il mangeait des sucreries, il essayait de draguer les filles. À partir de la mort de Hedwige, par contre là, c'est une rupture très nette. Ça devient du très sérieux et à partir de maintenant, il n'y a plus que Voldemort qui compte. C'est à partir de ce moment que Harry va devoir vraiment prendre ses responsabilités en main. Et ça, c'est pour le côté symbolique. Maintenant, si on est un petit peu plus terre à terre et qu'on regarde vraiment le côté un peu concret de toute cette histoire, il y a quand même pas mal de trucs un peu bizarres autour de cette chouette. À commencer par le fait qu'elle a un pénis. Parce que si vous ne le saviez pas, je suis désolé de vous l'apprendre, mais Hedwige dans la vraie vie, c'est un mâle. Parce que les Harfangs des Neiges, quand c'est blanc, c'est que c'est des garçons. C'était absolument pas ce que j'allais dire. Bah pourtant, s'il y a bien un truc qui est bizarre chez Hedwige, c'est ça, hein. Mais bon, si tu penses avoir quelque chose de plus intéressant à dire, vas-y, on t'écoute. Ouais, donc je reprends. À commencer par le fait qu'elle se fasse tuer dès le début de la bataille. Genre, dès que ça commence à défourailler, brrr, elle s'en prend une. Ne t'inquiète pas, Harry, je serai toujours là pour te protéger. Oh non mon dieu, ils ont tué Hedwige! Parce que oui d'accord, je veux bien que ce soit une bataille et que ça tire dans tous les sens, etc. Mais là, j'insiste, elle meurt vraiment au tout début. Les mecs, ils ont à peine décollé que Hedwige, elle est morte. Et d'après la théorie dont je suis en train de vous parler, si Hedwige meurt aussi rapidement dans la bataille, c'est tout simplement parce que celui qui l'a tué ne serait nul autre que Severus Rogue lui-même. Et ce ne serait pas non plus un accident, parce que Hedwige est une chouette extrêmement reconnaissable. Et par conséquent, dans un plan qui consiste à brouiller les pistes sur l'identité du vrai Harry, essayez de trouver lequel est accompagné en permanence d'une chouette blanche, eh ben il faut bien le dire, c'est pas ce qu'il y a de plus discret. Or comme vous le savez, Rogue est un sorcier qui fait semblant d'être un mange-mort, et par conséquent, il est très possible que ce soit lui qui ait décidé de supprimer la chouette de Harry, pour lui permettre tout simplement d'être plus difficile à identifier. Surtout qu'on sait que les mange-morts ont été informés des différents moyens de reconnaître Harry, puisque c'est comme ça qu'ils ont réussi à le localiser une fois qu'il a lancé un Expelliarmus. C'est parce que c'est son sort signature, c'est lui qui lance des Expelliarmus à tout bout de champ. Et donc si Hedwige meurt au tout début du combat, ce n'est probablement pas un hasard. Et d'après la théorie, c'est parce que l'un des mange-morts a cherché tout de suite à savoir où était Hedwige, avant tous les autres pour pouvoir l'éliminer, et ainsi tout de suite supprimer le plus gros indice qui pourrait permettre d'identifier le vrai Harry. Et ce mange-mort, vous l'aurez compris, c'était Severus Rogue. Et c'est une mission cruelle, j'en suis bien conscient, mais aussi nécessaire pour que le plan réussisse, tout à fait le genre de mission que Rogue est capable de mener à bien. Et
Et maintenant, on passe à la troisième théorie. Théorie numéro 3, la théorie de l'échiquier. Bon, alors celle-là, je vous avoue que c'est un petit défi que je me suis lancé parce qu'elle est grave intéressante, mais elle est pas facile à expliquer. Alors on y va, je me lance. En gros, ce que nous dit cette théorie, c'est que lors de l'épreuve de l'échiquier dans Harry Potter à l'école des sorciers, les pièces d'échecs que jouent Harry, Ron et Hermione ne seraient pas choisies par hasard, et que chacune d'entre elles correspondrait en réalité à la personnalité de celui qui la joue. La symbolique des échecs est d'ailleurs vachement présente dans l'histoire de Harry Potter. On pourrait presque voir toute l'histoire comme une gigantesque partie d'échecs qui se déroule sur 7 ans. Une partie d'échecs qui oppose le bien contre le mal, la lumière contre les ténèbres, les pièces blanches contre les pièces noires. Et dans cet immense jeu, chacun de nos héros aurait conservé le rôle qui lui avait été attribué dans le tout premier film. Si vous prenez Hermione par exemple, elle incarne une tour. Et pour ceux qui n'y connaissent rien aux échecs, la tour c'est une pièce qui ne peut se déplacer que en ligne droite. Et déjà rien que là-dedans, on peut reconnaître les traits de caractère d'Hermione. Parce que le mouvement de la tour, ça nous rappelle un petit peu sa manière de fonctionner, sa manière de penser. Hermione, c'est un personnage qui va toujours avoir un raisonnement très cartésien, très mathématique, très logique finalement, très droit au but, et qui est très efficace quand elle doit progresser sur le champ de bataille, parce qu'Hermione est aussi un personnage qui est capable de ne pas se laisser distraire et parasiter par ce qui l'entoure. Mais c'est aussi quelque part assez représentatif de ce qui est selon moi son plus grand défaut, à savoir sa façon de ne suivre que les routes qui sont déjà bien droites et bien tracées, notamment en ce qui concerne les règlements. Hermione, c'est un personnage qui ne va pas sortir des sentiers battus. Tout ce qu'elle a appris, elle l'a appris en lisant des livres. Elle n'avance jamais sur des incertitudes, et c'est quelque chose que la tour représente assez bien. Et ce qui fait que c'est aussi son point faible, c'est qu'à l'instar de la tour, Hermione est un personnage qui, du coup, est assez prévisible, qui manque de fantaisie. Elle est un très bon soutien, ça c'est clair, mais ce n'est pas forcément elle qui sera la meilleure pour mettre le roi adverse en échec. Et ça c'était pour Hermione. Maintenant, papy, est-ce que tu peux me rappeler quelle pièce joue Ron dans la partie d'échecs du premier livre? Rien à cirer. Un cavalier, oui, exactement. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Le cavalier, c'est un petit peu le contraire de la tour. Et c'est une pièce qui représente parfaitement Ron Weasley. Déjà parce que c'est une pièce qui a un mouvement chaotique. C'est la seule capable de passer par-dessus les autres pièces, et par conséquent, c'est de très loin le cavalier qui est le plus difficile à anticiper dans le jeu. Et mine de rien, je sais pas ce que vous en pensez, mais perso, je trouve que ça correspond quand même pas mal à la personnalité de Ron. D'autant plus qu'en général, c'est rarement une pièce qui va servir à vraiment mettre fin à la partie. Parce qu'un roi mis en échec par un cavalier, en soi, il a juste à se déplacer dans n'importe quelle direction et il est plus en échec. En réalité, aux échecs, le cavalier, c'est plutôt une pièce qu'on va utiliser pour protéger les autres. C'est plutôt une pièce qu'on va utiliser pour soutenir les autres. Et là-dedans, encore une fois, on reconnaît très bien le personnage de Ron. Comme on l'a vu dans une des dernières vidéos d'ailleurs. Ron, c'est celui qui apporte du soutien à Harry. Il est celui qui va l'aider à atteindre la victoire, sans pour autant être celui qui va concrétiser l'échec. Il est de ceux sans qui la victoire ne pourrait pas être atteinte. Et il est celui qui est prêt littéralement à se sacrifier pour que tout le monde soit sauvé. Et puisqu'on en parle d'ailleurs, en ce qui concerne Harry, si vous l'avez oublié, dans la partie d'échecs du premier livre, il joue un fou, une pièce qui se déplace exclusivement en diagonale. Ce qui le rend assez redoutable d'ailleurs, parce qu'il est en général moins prévisible que la tour, ses possibilités d'attaque sont moins faciles à distinguer sur le plateau que pour une tour, tout en ayant quand même un mouvement très précis et très direct, mais c'est aussi une pièce qui ne peut se déplacer que sur la moitié des cases du plateau, celles qui sont de la même couleur que la case où il était placé au départ. Et par conséquent, ça montre aussi que sans les autres pièces, il suffit que le roi adverse se mette sur une case qui est de l'autre couleur et c'est foutu. Le fou ne peut plus aller le chercher. Et ça représente encore une fois très bien le personnage de Harry. Parce qu'à l'instar du fou, Harry n'aurait jamais réussi à vaincre Voldemort s'il n'avait pas ses amis. En tant que fou, Harry est un personnage extrêmement important, qui a la capacité de vaincre Voldemort. Il est la pièce idéale pour percer les défenses ennemies. Et il est aussi celui qui a la meilleure portée, puisque le fou, c'est aussi l'une des deux seules pièces à pouvoir parcourir la diagonale du plateau, c'est-à-dire la distance la plus grande sur un plateau d'échecs. La seule autre pièce qui peut faire ça, c'est la reine. Et du coup, si vous vous demandez qui jouerait la reine dans toute cette histoire, eh bien selon moi, vous l'aurez peut-être vu venir, ce serait tout simplement Dumbledore. Puisque la reine est de très loin la pièce la plus puissante du jeu d'échecs, c'est celle qui a le plus de pouvoir, le plus de possibilités, c'est la pièce qu'on a vraiment pas du tout envie de perdre, mais c'est aussi une pièce qu'on devra parfois douloureusement sacrifier pour pouvoir gagner. Et ça, je trouve que c'est pas sans nous rappeler ce bon vieux Dumbledore, qui à un moment donné s'est sacrifié pour mettre les autres en position de force. Voilà, c'est bon, vous êtes encore vivant? Eh plus pour longtemps si tu continues, alors passe à la suivante qu'on en finisse. C'est comme si c'était fait. Théorie numéro 4, la théorie du Horcrux perdu. Quand on entend le mot Horcrux, on pense automatiquement à ceux de Voldemort. Et c'est bien normal, c'est un petit peu les siens qui font l'objet de toute l'intrigue
intrigues de Harry Potter. Mais ce qu'on a tendance à oublier, c'est que Voldemort n'est pas le seul sorcier à avoir fait des Horcruxes. Et d'après cette quatrième théorie, il y a un objet que vous avez d'ailleurs vu dans Harry Potter, qui en serait justement un. Mais pas de Voldemort cette fois. Et c'est bien normal parce que si c'était un Horcrux de Voldemort, bah à la fin, Voldemort il serait toujours vivant. Mais alors, quel objet, vous allez me dire? Le collier d'opale que Drago essaye d'utiliser pour tuer Dumbledore. Et ce collier d'opale, il apparaît d'ailleurs extrêmement tôt dans l'histoire. Et certes, il ne deviendra important que dans le 6e livre, pour autant, dès la Chambre des Secrets, on entend parler de lui, au moment où Drago le remarque dans la boutique de Barjo et Burke alors que Harry se cache dans une armoire. Il contempla d'abord un rouleau de cordes de pendu, puis lut avec un sourire narquois le carton posé devant un magnifique collier d'opale. Ne pas toucher, objet ensorcelé, ce collier a provoqué la mort des 19 moldus auxquels il a appartenu. Or, vous le savez, les Horcruxes sont des objets maléfiques tout à fait capables de tuer les gens qui essayent de les utiliser, qui essayeraient de les toucher, de les porter ou même de les détruire. En bref, un Horcrux, c'est un objet qui se défend normalement. C'est le cas de la bague qui a lancé une malédiction à Dumbledore, miraculeusement stoppée en urgence par Severus Rogue. C'est aussi le cas du médaillon qui, non content d'altérer l'humeur de son porteur, va aussi essayer de tuer Ron et Harry dans la forêt interdite quand ces derniers vont essayer de le détruire. C'est le cas de la coupe de Poufsouffle qui se démultiplie et qui brûle la peau de Harry quand il essaye de le voler dans le coffre de Bellatrix. C'est le cas du journal qui va encore une fois essayer de tuer Harry dans la chambre des secrets. Bref, vous l'aurez compris, c'est un point commun que partagent tous les Horcruxes. Ils peuvent être mortels pour les personnes qui les manipulent. Et en l'occurrence, le collier d'opale, déjà, on sait qu'il a tué 19 moldus, mais en plus, lorsqu'il s'en prend à Cathy Bell, voici ce qu'on peut lire concernant son attaque. Aussitôt, Cathy s'éleva dans les airs, non pas à la façon de Ron, suspendu par les chevilles dans une position burlesque, mais avec grâce, les bras tendus, comme si elle s'apprêtait à s'envoler. Quelque chose, cependant, paraissait bizarre, inquiétant. Ses cheveux tournoyaient autour de sa tête, fouettés par le vent féroce, mais elle avait les yeux fermés et son visage était vide de toute expression. Puis, à 2 mètres au-dessus du sol, Cathy poussa un horrible hurlement. Ses yeux s'ouvrirent et ce qu'elle voyait, ou ce qu'elle ressentait, lui causait manifestement une terrible angoisse. Elle hurlait sans cesse. On dira ce qu'on voudra, ça ressemble quand même vachement au genre de spectacle macabre qu'on voit lorsqu'un Horcrux attaque quelqu'un. Rien qu'en lisant cet extrait, je trouve ça hyper flippant. Et vu la boutique d'où ça vient, bon bah clairement c'est de la magie noire. Voire même peut-être de la magie noire foncée. C'est vrai que ça ressemble pas mal à un Horcrux, mais du coup ce serait un Horcrux de qui? Très bonne question, papy, merci de la poser. Ah tu sais, je n'en tire aucun mérite, c'est toi qui écris mes répliques après tout. Déjà, le premier auquel on pourrait penser, c'est bien évidemment Herpo l'infâme, l'un des tout premiers mages noirs qui est surtout réputé pour être le premier à aussi avoir créé un Horcrux. Et puisque c'est lui l'inventeur des Horcrux en somme, on est en droit de se demander si ce collier d'opale ne serait pas un des siens. Étant donné la réputation du gars, je pense que c'est tout à fait possible. En plus le collier il a l'air quand même d'être un objet assez ancien, donc là aussi ça pourrait coller. Sauf que Herpo, il faut aussi savoir que c'était un ancien sorcier qui vivait en Grèce. Et par conséquent, si le collier d'opale est son Horcrux, bah on peut aussi se demander comment il est arrivé là. Alors du coup, pourquoi pas un autre sorcier? Pourquoi pas Salazar Serpentard lui-même dans ce cas? Parce que pour le coup, là déjà c'est plus près. Et en plus on sait que Salazar Serpentard, les moldus, il les aimait pas trop, donc ça pourrait justifier que le collier d'opale s'en prend aux moldus. Donc c'est pas mal là, il y a une piste, mais par contre, est-ce que Serpentard serait allé jusqu'à créer des Horcrux? Peut-être, pourquoi pas, je sais pas. Mais par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a un autre sorcier qui serait un excellent candidat pour avoir créé un Horcrux, et qui se trouve avoir habité également en Grande-Bretagne. Un candidat qui s'avère bien plus susceptible que Serpentard d'avoir créé un Horcrux, et qui se révèle être un très grand adepte de la magie noire, et ce sorcier c'est Écrisdise, le mage noir qui a créé les détraqueurs à Azkaban avant que cette île ne devienne une prison. Parce que Écrisdise, on sait qu'il était extrêmement cruel, et qu'il attirait des marins moldus sur son île pour faire des expériences sur eux. Donc déjà, on retrouve le côté qui consiste à tuer des moldus, et vu qu'il faisait des expériences très sombres dans la magie noire, ce serait assez étonnant qu'il ait pas au moins essayé de créer un Horcrux. En particulier quand on sait, comme je vous l'ai dit, qu'il a créé les détraqueurs, des créatures des ténèbres qui sont capables d'aspirer l'âme de quelqu'un en dehors de son corps. Écrisdis, c'est un sorcier qui avait l'habitude de manipuler les âmes, de faire des expériences à partir des âmes. C'était clairement l'un des sujets de prédilection qu'il étudiait dans la magie noire. Et quand on est un mage noir visiblement très intéressé par tout ce qui touche à l'âme, qu'on fait des expériences en tuant des centaines de moldus, est-ce que vous pensez vraiment qu'il ne pourrait pas avoir laissé au moins
un Horcrux derrière lui. Parce que d'après la théorie dont je suis en train de vous parler, ce serait le cas, et ce Horcrux ne serait nul autre que ce fameux collier d'opale. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire quelle est votre théorie préférée. Et si la vidéo vous a plu, je vous en mets deux autres juste ici que vous pouvez aller voir, toujours en ce qui concerne Harry Potter. Et je vous invite également à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge qui s'affiche juste au milieu de votre écran pour ne pas louper les prochaines que je ferai, parce que je vais en faire tout plein et ça va venir très très vite. Et en attendant que ça arrive, eh bien moi je vais vous faire tout plein de bisous et je vous dis à la prochaine, c'était XionXS, ciao.